Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie pendant une soixantaine de minutes. Notre sujet principal aujourd'hui sera la coopération et la solidarité entre l'Égypte et entre l'Afrique, notamment et à la lumière de la visite du président, de l'ancien président de la Namibie, la semaine dernière, qui a été reçu par le président de la République, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui à son tour a félicité l'ancien président de la Namibie pour l'obtention du prix de la paix de la fondation de Kemet Boutros Ghali. Pour parler de tout ça, mesdames et messieurs, nous allons également évoquer avec notre invité ce soir, qui sera l'ambassadeur Ali Al-Hefni, qui est ancien vice-ministre des Affaires étrangères pour les pays de l'Afrique. Nous allons parler en détail de ce sujet, de cette coopération entre l'Égypte et entre l'Afrique, à la lumière également des efforts que déploie l'Égypte au fil des 5 et 6 dernières années, et cette mouvance de la part du ministère des Affaires étrangères et de la République en Égypte également pour approfondir cette solidarité et consolider également les relations avec nos frères et pays et amis de l'Afrique. De suite, chers téléspectateurs, nous allons commencer notre édition de direct avec quelques nouvelles locales, puis nous allons entamer une deuxième partie avec quelques commentaires détaillés. Je commence par une nouvelle locale qui concerne donc la visite qui a été effectuée aujourd'hui par le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a déclaré que les forces armées choisissaient ces hommes parmi des milliers de candidats, et ce en appliquant des méthodes scientifiques de sélection dans un cadre de transparence, d'honnêteté et d'impartialité. Le président al-Sisi a ajouté que l'armée sélectionnait ses membres parmi les différentes tranches de la société sans aucune discrimination, précisant que la priorité est toujours pour les étudiants qui passent avec succès les tests scientifiques, médicaux, psychologiques et sportifs. Le chef de l'État a fait cette déclaration en inspectant le siège de l'Académie militaire, où il a assisté aux épreuves que subissent les nouveaux étudiants de différentes facultés et instituts militaires. Selon l'ambassadeur Bassam Rodi, le porte-parole de la présidence, le président al-Sisi a salué le niveau des nouveaux étudiants et l'intérêt qu'ils accordent à l'étude dans des établissements militaires pour obtenir l'honneur de défendre la patrie. Le chef du gouvernement, à cet égard, Dr Moustapha Madbouli, a rendu hommage au peuple égyptien qui a assumé les conséquences de l'application du programme de réforme économique. Madbouli a tenu ses propos dans son rapport détaillé et préparé par le Parlement, dans lequel le Premier ministre a passé en revue le bilan du travail du gouvernement de 2018 à 2020. Madbouli a déclaré que le gouvernement avait mis en place un plan de travail pour l'application de son programme, indiquant que la pandémie de coronavirus avait menacé la poursuite de ce programme. Le Premier ministre a ajouté que la direction politique avait soutenu le gouvernement pour achever sa mission. Une troisième nouvelle déclaration de la part du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a déclaré que la coopération entre l'Égypte et le Parlement arabe sera renforcée davantage durant la prochaine phase, surtout après l'ouverture de la nouvelle session législative du Conseil des députés et du Sénat. Le chef de la diplomatie a ajouté que le renforcement de la coopération entre les deux parlements concernera notamment l'échange des expertises et la césure parlementaire. Sameh Choukri a fait cette déclaration lors de son entretien avec le président du Parlement arabe, Adel El-Assoumi, au cours duquel ils ont examiné les moyens de relancer le mécanisme du travail arabe conjoint. Il a également examiné avec M. El-Assoumi les derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Une dernière nouvelle concernant Al-Azhar, qui a fermement condamné les décisions de l'occupant israélien de construire des colonies ou de nouveaux logements dans des nouvelles colonies près des villes de Jérusalem occupées, contrairement aux conventions et chartes internationales. Al-Azhar a réclamé à la communauté internationale d'adopter une position décisive pour mettre un terme aux mesures de l'occupation israélienne qui violent toutes les résolutions internationales, pour changer l'identité démographique des territoires
palestinien, Al-Azhar, a d'autre part affirmé son plein soutien au peuple palestinien et son appréciation pour sa lutte afin de récupérer ses territoires occupés. Et donc, on a fini cette première partie avec les dernières nouvelles locales. De suite, on passe à une deuxième partie avec nos comptes rendus détaillés, notamment hier, la visite effectuée par le le président de la République, le président Abdel Fattah al-Sisi, à la nouvelle capitale administrative, où il a poursuivi ses tournées d'inspection par un certain nombre de sites en cours de construction dans la nouvelle capitale. Et parmi ces sites, la Cité des Arts et la Culture, le nouvel opéra de la ville, qui est la plus grande ville artistique et culturelle du Moyen-Orient. Un compte rendu de notre collègue AHL et qui a les détails avec notre collègue Yara Choucha. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait écouté une explication sur l'évolution de la mise en œuvre des projets qu'il a visités hier. Parmi eux, la Cité des Arts et de la Culture qui sera créée selon les plus hauts critères internationaux et les plus belles conceptions architecturales. Une cité qui servira de phare à la créativité artistique, intellectuelle et culturelle de la région. La cité est construite sur une superficie d'environ 127 fêtes-dents. Elle comprendra des salles de théâtre, d'exposition, de cinéma, des maisons de musique, des bibliothèques et des musées, tels que le musée de la capitale et le musée d'art, ainsi que des expositions d'art de toutes sortes d'art traditionnels et contemporains, y compris la peinture, la sculpture ou encore l'artisanat. La cité abritera aussi une forêt et un théâtre ouvert pouvant accueillir environ 20 000 spectateurs, une mosquée pouvant accueillir près de 600 fidèles et d'autres bâtiments de service. Le chef de l'État a également inspecté le nouvel opéra qui sera le plus grand opéra du Moyen-Orient car il contient une salle principale pouvant accueillir près de 2200 personnes ainsi que 2 théâtres et un centre de créativité artistique et un musée de la cire. Le président a salué le niveau de performance structurelle et technique de la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative qui reflète l'harmonie entre les différentes institutions étatiques concernées à cet égard. Il a souligné que le peuple égyptien appréciait les efforts consentis dans ces méga-projets, et cela afin d'achever le processus de construction et le développement en Égypte en utilisant une planification minutieuse selon les plus hauts niveaux de construction et de la bonne performance. Et un deuxième compte rendu, mais cette fois-ci côté économique, la réunion du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre des Finances, Mohamed Maït, et autres responsables. Et la réunion a porté sur les indicateurs des performances économiques et financières au cours du premier trimestre de l'exercice financier 2020-2021. Compte rendu, Yara Choucha et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït, en présence du vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmed Kajok et le vice-ministre des Finances du Trésor public Eheb Abouaïch. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les indicateurs des performances économiques et financières au cours du premier trimestre de l'exercice financier 2020-2021. Dans ce contexte, le président a ordonné de continuer à renforcer les mesures financières de l'État pour faire face aux défis économiques et aux répercussions du coronavirus dans le but d'assurer la stabilité des politiques financières et de préserver la trajectoire économique sûre de l'État. Le ministre des Finances a présenté la situation financière de l'État au cours du premier trimestre de l'exercice financier en cours. Il a expliqué que cette période avait connu un excédent de 200 millions de livres égyptiennes malgré les répercussions négatives de la pandémie du corona,
Outre l'augmentation de 16% des revenus par rapport à l'augmentation de 7% des dépenses et la baisse du déficit total par rapport à ce qui a été réalisé au cours de la même période de l'année dernière. Le ministre des Finances a également passé en revue les efforts de la gestion de la dette conformément à la stratégie du gouvernement. Il a mis l'accent sur l'équilibre des politiques nationales adoptées entre la poursuite du contrôle financier et la promotion de l'activité économique, ce qui s'est traduit au cours de l'exercice 2019-2020 par des taux de croissance positifs de 3,6%. La réunion a également abordé les efforts visant à automatiser et à développer le système douanier égyptien à travers le fonctionnement du système de guichet unique dans de nombreux ports d'entrée dans le pays. Le chef de l'État a également examiné le lancement du projet de la facture fiscale électronique pour la première fois en Égypte, qui représente une étape importante vers la modernisation de l'administration fiscale égyptienne. Et chers téléspectateurs, un dernier compte rendu donc dans le contexte de notre sujet principal pour aujourd'hui, la coopération et la solidarité entre l'Égypte et ses pays et frères africains concernant la récente visite de l'ancien président de la Namibie qui a été reçu la semaine dernière ou il y a quelques jours, le président Sam Nujoma, ancien président de la République de la Namibie, qui a été reçu par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Je vous rappelle que Sam Nujoma a été élu le premier président de la Namibie entre 1990 et 2005. Les détails, et je reçois de suite mon invité pour ce soir. C'est en présence du chef des renseignements généraux Abbas Kamel et avec la participation de l'ambassadeur de Namibie au Caire que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Sam Nujoma, ancien président de la République de Namibie. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État s'est félicité de la visite de M. Nujoma au Caire. Il lui a affirmé que l'Égypte était fière des relations bilatérales qu'elle entretient avec la Namibie. M. el-Sisi a félicité M. Sam Nujoma pour sa récente réception du prix de la fondation Kemet Boutros-Ghali pour la paix, et cela pour ses efforts dans le domaine du règlement des conflits sur le continent africain, ainsi que pour sa longue lutte afin d'obtenir l'indépendance de la Namibie. De son côté, M. Nujoma a salué le rôle important que joue l'Égypte sous la direction du président al-Sisi dans le soutien des efforts visant à maintenir la paix et la sécurité en Afrique et à mener à bien le thème de l'année 2020 pour l'Union africaine, à savoir faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique. L'année 2020 visait donc à mettre davantage l'accent sur les efforts déployés au niveau national, régional et continental pour faire taire les armes. M. Nujoma a souligné l'importance et le poids de l'Égypte en tant qu'acteur majeur pour jeter les bases d'une action africaine conjointe et pour trouver des solutions africaines aux problèmes du continent, notamment en ce qui concerne la paix et la sécurité. L'ancien président namibien a en outre mis l'accent sur le soutien de l'Égypte à la Namibie et à tout le continent africain dans la lutte pour l'indépendance au cours du siècle dernier, ainsi que pour l'extension de ce rôle égyptien apprécié et solidaire dans diverses questions africaines au niveau bilatéral et continental jusqu'à l'heure actuelle. Lors de la réunion, un échange de vues et de visions sur un certain nombre de questions régionales africaines a eu lieu, en particulier la question du barrage de la Renaissance. L'ancien président de la Namibie a affirmé le soutien de son pays aux efforts de l'Égypte par le biais de négociations pour résoudre cette question d'une manière qui respecte les intérêts des trois pays. De son côté, le président a souligné dans ce contexte les constantes de la position égyptienne cherchant à parvenir à un accord juridiquement contraignant qui préserve les droits de l'eau de l'Égypte. Et pour parler en détail de la récente visite de l'ancien président de la Namibie, le président Sam Nujoma, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne monsieur l'ambassadeur Hicham El-Zemati, secrétaire général du Conseil égyptien des affaires étrangères et membre du Conseil du comité consultatif de la fondation de Kemet Boutros-Ghali. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur Hicham El-Zemati.
Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, un bref aperçu sur la fondation de paix de Kemet Boutros Ghali avant de parler du message de l'ancien président de la Namibie adressé au chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi après avoir reçu le prix de la part de cette fondation de paix. Oui, bien sûr. Vous savez, la fondation Kemet Boutros Ghali a été fondée il y a 2 ans pour commémorer le docteur Boutros Ghali, ses principes qu'il a défendus pendant toute sa vie. Et vous savez que le mot Kemet est un mot de l'Égypte ancienne qui veut dire la terre fertile de l'Égypte. Et donc, cette fondation a choisi cette année d'offrir au président Joma, Sam Joma, l'ancien président de la Namibie, le prix qui est offert aux grands hommes, aux grands sages africains. Et donc, par conséquent, il est arrivé en Égypte la semaine dernière et il a été honoré d'avoir été reçu en audience par le président El-Sisi. Et il nous a parlé pendant presque une demi-heure. Vous avez assisté, monsieur l'ambassadeur, vous avez assisté à la remise de ce prix à l'ancien président de la Namibie, voilà. À la cérémonie. Oui. Voilà, c'était donc le 14 novembre, jour d'anniversaire du docteur Boutros Ghali, où il a reçu le prix et il a fait un discours passionnant, puisqu'il a parlé des relations entre l'Égypte et la Namibie, qui datent depuis les années 50, donc l'Égypte qui a côtoyé le peuple namibien pour sa lutte pour l'indépendance et a offert son aide diplomatique, son aide militaire et tout ce qui a été possible d'offrir au peuple namibien. L'Égypte faisait partie aussi du Conseil de la Namibie, Conseil des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie. Et donc, il nous a parlé de tout ça. Vous savez, Sam Joma, c'est un des sages de l'Afrique, ceux qui ont vraiment fait le combat pour la libération. C'est un symbole. Donc, avec le docteur Boutros Ghali, qui est un autre grand sage de l'Afrique, c'était vraiment une soirée magnifique et une occasion solennelle. D'accord, merci infiniment, monsieur l'ambassadeur Hicham El-Zemeti, secrétaire général du Conseil égyptien des affaires étrangères, également membre du comité consultatif à la Fondation de paix de Kemet Boutros Ghali. Merci de votre intervention avec nous ce soir. Je vous remercie. Merci. Et de suite, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir de suite notre invité pour ce soir, l'ambassadeur Ali Al-Hefni, ancien vice-ministre des Affaires étrangères pour les pays de l'Afrique. Parler solidarité et parler également coordination et coopération entre l'Égypte et les pays africains à la lumière des dernières visites de plusieurs responsables africains en Égypte et également dans le but de la consolidation des efforts en vue de mettre en exergue et mettre en place les objectifs de l'agenda de 2030 ainsi que l'agenda de 2063. De suite, j'accueille mon invité, monsieur l'ambassadeur Ali Al-Hefni.
Et finalement, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir notre invité pour ce soir, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ali Al-Hifni, ancien vice-ministre des Affaires étrangères pour les pays de l'Afrique. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous à cette émission de direct pour aujourd'hui. Comme je l'ai cité au début de l'émission, nous avons consacré cette deuxième partie pour la coopération entre l'Égypte et entre l'Afrique, à la lumière également des dernières activités du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi cette semaine, dernièrement lorsqu'il a reçu l'ancien président de la Namibie, le président Sam Nujoma. Un bref aperçu donc sur ces activités présidentielles de votre part. Ce sont les activités ayant trait au président personnellement, mais ayant trait à l'Égypte également. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons reçu l'ancien président de la Namibie, et il faut dire qu'il n'est pas étrange à l'Égypte, car en 1990, lors de la proclamation de l'indépendance de la Namibie, l'ancien président Hosni Moubarak était là en sa qualité évidemment de président de l'Égypte, mais également il était président en exercice de l'organisation de l'unité africaine, avant que ça se transforme voilà, en Union africaine. Comme le porte-parole de la présidence l'avait cité ou souligné, ils ont abordé les relations bilatérales, mais également ils ont abordé la question du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Et là, c'était une bonne occasion pour reconfirmer notre position et éclaircir certains points ou certains aspects portant sur... Il a surtout mis l'accent sur l'aspect juridique du droit de l'Égypte. Voilà, tout à fait. Et l'occasion pour comment dirais-je, adresser certaines conceptions à l'égard de notre position et les corriger. Alors, c'était une bonne occasion. Mais ce n'était pas simplement en recevant le président de la Namibie, mais également il y avait le ministre des Affaires étrangères de la Zambie qui était porteur d'un message de son président au président Abdel Fattah al-Sisi, et évidemment ils ont discuté des relations bilatérales, mais il me semble quand même qu'il y avait discussion portant sur notre prochaine présidence de la COMESA, de la communauté économique des pays de l'Est et de l'Afrique du Sud. Car c'est le tour de l'Égypte d'assumer cette présidence, ce qui se fera prochainement. J'espère par là, à ce moment, nous n'aurons pas à souffrir de Covid-19 ou 19 ou du virus Corona, afin que nous puissions jouir d'une conférence au sommet avec la présence de tous les chefs d'État et de gouvernement, comme on avait l'habitude de faire avant et durant notre toute récente présidence de l'Union africaine et plus tard. Là, il faut également faire référence au message de condoléances que le président avait adressé au peuple et au gouvernement malien à l'occasion du décès de l'ancien président malien. Il faut citer également les exercices conjoints entre l'Égypte et le Soudan. C'est une première, c'est pourquoi ça porte le nom de le Nil 1, ce qui signifie qu'il y aura davantage de ces exercices, que ce soit en Égypte ou au Soudan.
Et ça, c'est un développement assez important en ce qui concerne les relations entre l'Égypte et le Soudan. C'est une continuité de cette coopération fructueuse entre l'Égypte et nos pays et les pays voisins et frères de l'Afrique également. Et comme je l'avais cité également, monsieur l'ambassadeur, au début de l'émission, que l'Égypte a déployé beaucoup d'efforts en fait ces 5 et 6 dernières années pour adopter cette politique de assez efficace qui est basée surtout sur une mouvance active sur le plan local, régional, continental avec les pays de l'Afrique. Avec des pays de l'Afrique et avec d'autres pays. Nous avons actuellement des exercices conjoints entre l'Égypte et la Russie. Oui. On l'a vu avec les pays du Golfe, avec des pays européens, asiatiques, ainsi de suite. Alors là, il faut nous référer également à la présence d'un nombre de forces représentant un certain nombre de pays africains comme le Togo, le Burkina Faso, le Nigeria et le Soudan à la base militaire du Nord, Mohamed Naguib. Oui. Alors c'est pour dire que nous prenons tellement au sérieux cet effort collectif avec les pays africains et dans ce cadre, il ne faut pas oublier que le président, lors de son dernier passage au sommet africain à Addis Ababa, il a proposé que l'Égypte abrite un sommet qui pourrait être consacré à l'affaire du terrorisme en Afrique, car nous souffrons davantage et c'est pourquoi l'Égypte s'était pleinement, mais vraiment complètement investie dans la crise libyenne. Et dire la crise libyenne, c'est une crise africaine par excellence. Et le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine que nous avons présidé tout récemment se penche d'une façon continue. Monsieur l'ambassadeur, mais justement, nous avons parlé il y a quelques instants de la visite de l'ancien président de la Namibie et il a également félicité le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi pour son rôle de préserver la paix et la sécurité en Afrique. Quand on préserve cette paix et cette sécurité, on ne parle pas de l'Égypte, on parle de la paix du continent africain et c'est donc un nouveau message qui reflète cette profonde coopération avec les pays. Il l'a félicité pour avoir joué un rôle de sa part pour ce qui est du silencer les fusées en Afrique. Vous parlez du projet Samium. D'accord. Voilà, il a fait l'éloge du président pour son effort qu'il a joué. Vous parlez du projet de faire taire les armes. Exactement, exactement. Oui. Alors, ce que le président a réussi à faire en Libye, ce que nous avons comme Égypte réussi à faire en Égypte, en Libye, c'est tellement apprécié, pas simplement par les Européens ou les Nations Unies ou les pays arabes, mais également les pays africains. Nous avons joué et nous jouons toujours un rôle tellement constructif et tellement important pour joindre les belligérants en Libye pour que nous donnant de l'élan à notre tentative de reprendre la stabilité dans ce pays voisin qui est tellement important pour l'Égypte. Alors, vous voyez, les échanges entre Africains comprenant l'Égypte et le rôle que l'Égypte joue dans le domaine stratégique, dans le domaine politique, dans le domaine militaire, mais également dans le domaine économique et social. Il faut citer là
L'assistance. Exactement, Monsieur l'ambassadeur, sur cette coopération égyptienne avec nos pays frères, nos pays voisins de l'Afrique, exactement dans le domaine du développement socio-économique qui représente un des objectifs non seulement de 2030, mais aussi de l'agenda de développement durable conçu aussi par les Nations Unies. Donc, le développement socio-économique, un des plus importants points pointés et misés par tous les leaders et chefs d'État africains. Et l'Égypte joue son rôle, et c'est un rôle qui est tellement apprécié. Pour citer quelques exemples, l'assistance qui a été offerte par l'Égypte pour un grand nombre, un nombre considérable de pays africains, lors du passage, qui est toujours là, de Covid-19 ou du virus Corona, on a envoyé de l'assistance médicale et de l'expertise médicale à un nombre considérable de pays africains. Oui. Et tout récemment, au Soudan... C'est une coopération normale, Monsieur l'ambassadeur. C'est une coopération normale entre Exactement. Des pays frères et voisins. Et surtout dans la mesure où vous avez les outils, vous avez les moyens, vous avez la capacité, et c'est ce qu'attendent les pays africains de l'Égypte. Vous avez toujours dit, vous avez les moyens, alors vous êtes en position de nous offrir votre assistance. Il faut que vous le faites. Vous n'êtes pas n'importe quel pays, avec tout le respect qu'on doit à tous les autres pays, mais vous êtes un poids lourd en Afrique. Alors, si vous avez ces moyens, il faut que vous les partagez avec nous. Un autre exemple également, l'initiative qui a été formulée par le président il y a de là une année ou peut-être plus, comme quoi nous allons aider 1 million d'Africains à se débarrasser du virus. L'hépatite C. Voilà. Oui, et ça fonctionne, Donc, il y a des délégations. Donc ce n'est pas une initiative locale égyptienne, mais c'est une initiative continentale. C'était une initiative locale qui a été transformée en une initiative continentale, comme vous venez de le dire. Qui a pu être transformée, oui, exactement, oui. Mais là, nous avons réussi à cerner voilà, et de quoi nous avons l'expertise et l'expérience que nous pouvons offrir, et nous avons commencé à l'offrir à d'autres pays africains. Il y a un échange d'expertise, notamment dans d'autres domaines également, entre l'Égypte et entre les pays africains. Je vais m'arrêter, Monsieur l'ambassadeur. Vous avez cité tout à l'heure le rôle de l'Égypte au Conseil de paix et de sécurité. Lorsque l'Égypte a été élue membre de ce Conseil de 2020 à 2022, quels sont les principaux points objectifs ou les principales causes à la tête des priorités de ce Conseil pour ces 2 prochaines années? Paix, sécurité, Afrique. Quels sont ces principaux points pour l'Égypte? Maintenant? Oui. D'accord. De 2020 à 2022, nous avons déjà plusieurs objectifs à atteindre dans le domaine, sur le plan continental aussi, avec nos pays africains frères et voisins. Il y a une quinzaine de pays qui sont membres de ce Conseil. Oui. Il y a des membres qui sont là pour 2 ans et des membres qui sont là pour 3 ans. Cette fois-ci, nous sommes là pour 3 ans jusqu'en 2022. La présidence est tournante. Oui. Chaque mois, il y a un membre qui préside le Conseil. Et ce membre, il fait le choix parmi de nombreuses questions qui sont à l'ordre du jour. Alors, pour nous, on a choisi, parce que nous sommes de l'avis que le problème du terrorisme n'a pas eu l'attention qu'on lui doit en Afrique jusqu'à maintenant, pas même en Afrique et au niveau mondial. Et si nous n'allons pas avoir un effort collectif et une coopération étroite, nous
n'allons jamais réussir à cerner le problème du tourisme qui se répand dans le continent, du nord au centre, de l'est à l'ouest, surtout dans la région du Sahel. Il y a certains pays qui sont confrontés par ce fléau. Et c'est pourquoi nous avons commencé très tôt à chercher à avoir une coopération entre les forces militaires, les polices, les forces de renseignement pour échanger des informations, pour nous concerter, pour nous coopérer afin que nous puissions collectivement faire face à ce fléau. Et de là, nous avons construit un institut qui est très important au sein de Sensat. L'Égypte est membre de Sensat, mais de toute façon un centre de contre-terrorisme. Et nous recevons des centaines de cadres militaires, policiers au sein de ce centre qui reçoivent un entraînement qui crée des liens étroits entre les gens qui travaillent dans les forces armées ou la police. De chaque pays, avec chaque pays. Alors, nous avons commencé à faire ça tôt. C'est pourquoi le président avait proposé d'avoir ce sommet en Égypte portant sur la lutte contre le terrorisme au plus haut niveau, au niveau du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Mais ça n'a pas vu le jour jusqu'à maintenant. Mais c'est toujours là. Alors, pour retourner au Conseil... Mais l'initiative ou le projet de faire taire les armes, cela a été écrit depuis 2013. Et les efforts ont été déployés non seulement de la part de l'Égypte, mais aussi de plusieurs autres pays africains. Non seulement faire taire les armes, mais aussi lutter contre la migration clandestine, qui représente également un des défis qui ne cesse de s'imposer sur le continent africain. Si on parle de l'agenda de 2030 ou de 2063, chacun qui en émane de l'autre en général, où en est-on arrivé jusqu'aujourd'hui concernant cette lutte contre la migration clandestine sur le plan continental? Je ne parle pas seulement de l'Égypte ou des efforts de l'Égypte. Ça traîne. C'est un problème qui tarde à être réglé. C'est un problème tellement complexe. La situation en Libye elle-même est responsable de ces milliers d'Africains qui essayent de prendre la mer et aller vers l'Europe. Nous avons joué notre jeu, nous avons réussi à arrêter toute immigration clandestine à partir de l'Égypte, mais il n'y a que l'Égypte. Il y a d'autres pays, il y a la Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et il y a nos concitoyens africains qui font ce trajet vers le nord africain, de là vers la mer Méditerranée et l'Europe. Et nous sommes confrontés par ce problème jusqu'à maintenant. On n'a pas réussi à résoudre ce problème, alors qu'il y a un effort mais vraiment gigantesque qui se fait, que ce soit au sein de la société civile égyptienne ou nord-africaine ou africaine, mais également en concertation et en coopération avec les pays européens. Parce qu'ils cherchent à aller à l'Europe. Alors là, c'est un défi pour l'Europe. Donc c'est non seulement continental, mais donc sur un plan régional encore plus ample.
On parle côté économique, la ZLECA, la zone de libre-échange économique continentale, qui est entrée en vigueur effectivement lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. Les pays signataires ont été très nombreux. Aujourd'hui, la pandémie, la propagation de la pandémie du Covid-19 a un peu fait piétiner donc la mise en opération ou à ce que ce traité soit opérationnel, un traité qui devra servir à 1 million et quelques, 200 000 de personnes sur le marché. Comment vous voyez donc ce traité de la ZLEC concernant cette coopération entre les pays africains transfrontalières, pas de douane, beaucoup d'avantages de la part de la ZLEC. Le virus Corona a frappé fort les économies de l'Afrique, y compris l'Égypte. Et ça a eu des effets mais vraiment tellement négatifs en ce qui concerne notre tentative de faire progresser cette marche vers la création d'un marché africain uni. Nos efforts à nous intégrer en tant qu'Africains, mais au niveau économique. Alors, ça piétine. Ça va prendre un peu de temps. Nous allons voir comment sera la situation dans les mois à venir. J'espère que les effets, parce que nos économies sont tellement liées à l'économie mondiale. Alors si l'économie mondiale souffre à cause du virus Corona, alors nous également nous souffrons. Oui, tout à fait. Il y a certains observateurs et experts économiques, monsieur l'ambassadeur, qui parlent, qui sont très optimistes si ce traité de la ZLEC est mis en place effectivement pour le commerce africain, puisque le commerce africain ne représente que 2,6% du commerce mondial. Et certains regardent que cela prendrait plus de temps encore pour être mis en place, alors que les facilités qui seront mises en place à cause de cette ZLEC aura beaucoup de bénéfices pour les pays africains, pour ce commerce interafricain lui-même. Écoutez, ça c'était un rêve du temps de les premiers ou les pionniers de l'Afrique. Je parle là de Gamal Abdel Nasser, Ahmed Sékou Touré, au début des années 60. Alors là, également, l'agenda politique était vraiment écrasant parce qu'il y avait de nombreux pays africains qui étaient sous l'occupation. Mais également, il y avait cette vision en ce qui concerne un marché africain commun. Oui. À partir des années 80, au début des années 80, c'était à Abuja, on a fait une percée, mais ça a traîné pour 3 décennies et vers les années ou l'année de 2018, on a signé cet accord portant sur la création d'une zone africaine libre ou économique libre en Afrique. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de préparatifs, mais il y a une volonté commune pour ce qui est de donner de l'élan à ce processus. Donc la volonté chez les chefs d'État africains, ça existe. Elle existe. Elle existe, mais nous sommes tellement réalistes. Et elle est traduite. Elle est traduite d'une façon variable, qui est tout à fait normale et légitime, parce que les niveaux économiques... La volonté pour consolider aussi cette coopération, aussi bien sur le niveau politique que militaire, que sécuritaire, qu'économique. Donc... Vous voyez, lorsqu'on avait décidé, avant même 2013, au 50e anniversaire de notre organisation continentale, d'avoir ce plan continental de 2063,
on a dit que nous voulons aboutir en 2063, ce qui était tout à fait réaliste, à réaliser ceci et cela. D'accord? Ça va prendre de temps, mais il faut quand même que nous nous efforçons pour que nous réalisons certains de ces objectifs avant même cette date. Alors, ce qui a été fait lors de ces deux dernières années, en 2018, la signature, 2019, la mise en application sous la présidence de l'Égypte au Niger, c'était deux étapes qui sont très importantes. Mais la malchance a joué son jeu et nos économies ont été atteintes par les néfastes effets du corona, le virus corona. Je veux m'arrêter, monsieur l'ambassadeur, sur l'agence de partenariat pour le développement qui a été créée en 2014 au sein du ministère égyptien des Affaires étrangères et qui a pour but de promouvoir la coopération, non seulement sur une coopération internationale, mais surtout la coopération continentale ou régionale. Comment aujourd'hui est assumé ce rôle par l'agence de partenariat pour le développement au sein du ministère des Affaires étrangères? Le rôle a complètement changé. Au début des années 80, on avait décidé de créer ce fonds pour la coopération avec les pays africains et ça portait surtout sur l'envoi d'experts. On a envoyé à peu près une dizaine de mille d'experts dans toutes les disciplines, dans presque tous les pays africains. Et vraiment à tout niveau, surtout au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ils avaient toujours fait l'éloge de ces experts. Ils ont profité de la présence de nos experts dans les différentes disciplines. Mais on a décidé de changer le rôle de ce fonds, de le transformer en une agence de partenariat pour le développement, surtout en Afrique. Et maintenant, l'agence, elle joue un rôle très important parce qu'on s'engage dans des projets. Par exemple, aider des communautés qui sont dans des coins qui sont dans des conditions tellement difficiles et dans des coins des pays qui sont assez lointains, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de l'électricité. Alors, les aider à creuser des puits pour obtenir une source d'eau, c'est très important. Également pour des fins, des objectifs socio-économiques pour le continent africain. Exactement, exactement. Et créer des cliniques, comme la clinique qu'on a créée tout récemment à Juba, au Soudan Sud, et créer des centres de... comment dit-on en français? Dialyse. Dialyse. Voilà. Des centres de dialyse. Des centres de dialyse, on l'a créé dans un nombre de pays africains. Et là, c'est vraiment la coopération effective auxquelles s'attendent les pays, les gouvernements et les peuples africains. Ils sont vraiment ravis que l'Égypte avait pu porter son soutien, son expertise à ces pays dans des domaines qui sont assez d'une priorité. Les services médicaux, c'est très important dans les pays africains. Là, il faut quand même citer un projet gigantesque qui est réalisé en Tanzanie maintenant. Le barrage que les Arab Contractors, la compagnie, la grande les compagnies de construction égyptiennes, voilà, et El Souidi, conjointement, les compagnies nationales égyptiennes. Voilà, ils sont en train de bâtir un des grands barrages
qui existent en Afrique. Parfait. Monsieur l'ambassadeur Ali Al-Hifni, je tiens à vous remercier infiniment pour ces éclaircissements, pour votre présence avec nous ce soir à cette émission de direct. Je pense qu'on a bien pointé certains sujets concernant cette coopération de plus en plus approfondie avec l'Égypte et avec l'Afrique. Reste, c'est vrai que beaucoup de défis s'imposent toujours sur la scène, mais aussi bien local que régional qu'international, non seulement sur le continent africain, mais aussi à travers le monde. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous à cette émission de direct. C'était mon plaisir, merci. Merci. C'était donc, chers téléspectateurs, monsieur l'ambassadeur Ali Al-Hifni, ancien vice-ministre des Affaires étrangères pour les pays de l'Afrique. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Également, merci à l'équipe de rédaction ainsi qu'à l'équipe de la réalisation pour ce soir. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle édition de direct et une nouvelle équipe. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.